nous sommes deux tuteurs de biologie. Je m'appelle Hélène. Et moi, Alexandre. Et nous allons aujourd'hui vous présenter des rappels de cours sur la centrifugation et l'électrophorèse, et aussi quelques exercices de cours qui vous seront très utiles le jour du concours. Voilà. Coucou, bienvenue sur cette vidéo de rappel de cours sur la centrifugation. Aujourd'hui, vous allez voir un petit peu tous les procédés autour de la centrifugation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la centrifugation? La centrifugation, c'est un procédé qui va permettre de séparer les différents composants d'un mélange. La centrifugation utilise une centrifugeuse et il en existe deux types, la centrifugeuse et l'ultracentrifugeuse. La différence entre ces deux types, c'est qu'elles ne tournent pas à la même vitesse. En effet, la centrifugeuse tourne en dessous de 10 000 G, alors que l'ultracentrifugeuse tourne à 20 000 G et plus, et elle peut tourner jusqu'à 1 million de G. Pour information, G, c'est l'unité qui exprime le rapport de la force centrifuge sur le poids. Il existe plusieurs techniques de centrifugation, mais il y a la centrifugation en gradient et la centrifugation différentielle. La centrifugation en gradient est caractérisée par une superposition de solutions de densité croissante de la surface vers le fond du tube. Il y a deux types de centrifugation en gradient, l'azonale et l'isopycnique. L'azonale, c'est lorsque l'échantillon est déposé au-dessus du gradient de concentration et que le temps de sédimentation est défini, alors que l'isopycnique, c'est lorsque l'on mélange l'échantillon avec le gradient de concentration et que le temps de sédimentation est supérieur à 24 heures. La centrifugation différentielle correspond à un ensemble de centrifugations qui sont réalisées en série avec des vitesses et des durées croissantes. Entre chaque centrifugation, on va retrouver au fond du tube le culot, donc ce qui a sédimenté, et au-dessus le surnageant. Chaque centrifugation est réalisée avec le surnageant de la centrifugation précédente. Il y a des techniques d'isolement d'organites qui vont utiliser la centrifugation, le fractionnement total et le fractionnement partiel. Le fractionnement total, il va isoler les organites à partir de tissus et il est constitué de plusieurs étapes. Tout d'abord, pour préparer le tissu, on va l'homogénéiser mécaniquement avec un appareil de Potter ou un broyeur électrique. On va ensuite procéder à des centrifugations différentielles. Il existe en tout 4 étapes, mais on va s'arrêter à celle qui nous intéresse, c'est-à-dire à celle qui va isoler la protéine de notre intérêt. Pour la première étape, on va utiliser un broyat cellulaire à 800 G pendant 10 minutes. On va alors obtenir un culot C1 qui va contenir des noyaux et des débris cellulaires et un surnageant S1. Pour la deuxième étape, on va utiliser le surnageant S1 de la première étape que l'on va centrifuger à 12 000 G pendant 20 minutes. On obtient alors un culot C2 composé de mitochondries, de lysosomes et de peroxysomes et un surnageant S2. Lors de la troisième étape, on va réutiliser le surnageant S2 que l'on va centrifuger à 50 000 G pendant 2 heures. On va alors obtenir un culot C3 composé de microsomes et un surnageant S3. Enfin, lors de la dernière étape, la quatrième étape, on va réutiliser le surnageant S3 à 300 000 G pendant 3 heures. On va alors obtenir un culot C4 composé de ribosomes libres isolés et un surnageant S4. Enfin, le fractionnement partiel, lui, va pouvoir améliorer les séparations qui sont faites par le fractionnement total. Il existe 3 fractionnements partiels. Tout d'abord, celui qui concerne les noyaux. On va déposer le culot C1 obtenu par fractionnement total sur un coussin de sucrose et on va le centrifuger. Les noyaux purifiés vont rester à la surface au gradient de concentration 0,25 m et les débris cellulaires vont sédimenter à 0,24 m. Pour les membranes, on va aussi ultracentrifuger à 100 000 G le surnageant S1. On va alors pouvoir récupérer des membranes dans le culot. Ça va nous permettre de pouvoir récupérer des récepteurs membranaires. Enfin, le fractionnement partiel est aussi utilisé pour séparer les mitochondries des lysosomes et des peroxysomes. En effet, on va reprendre le culot C2 du fractionnement total grâce à une centrifugation en gradient isopycnique de sucrose entre 1 m et 3,4 m à 65 000 G et on va le faire pendant 24 heures. On va alors retrouver les peroxysomes au fond du tube, les mitochondries au milieu et tout au-dessus les lysosomes. Merci de votre écoute. Alors, l'électrophorèse, c'est donc une méthode d'étude des protéines. C'est une méthode séparative
qui va permettre d'étudier les différents groupes moléculaires compris dans une protéine. Il en existe deux types, les électrophorèses non dénaturantes et les électrophorèses dénaturantes. Tout d'abord, les non dénaturantes. L'électrophorèse non dénaturante utilise le principe des protéinates. Alors, les protéinates, ce sont des petites protéines chargées négativement. Donc, ces petites protéines chargées négativement vont migrer sur notre pôle d'électrophorèse vers l'anode qui est le pôle chargé positivement. Cela peut vous paraître un peu étrange, puisque au lycée, vous avez sûrement vu que l'anode, c'était le pôle négatif, et la cathode, le pôle positif. En médecine, et en première année, ce n'est pas le cas. La cathode étant le pôle négatif, et l'anode, le pôle positif. Cette électrophorèse non dénaturante va permettre donc de faire migrer notre protéine d'intérêt, qu'on cherche à étudier, pour déterminer sa masse moléculaire. Cette dernière, cette protéine d'intérêt, va migrer sur les protéinates qui contiennent des groupements CO-, et petit à petit va tomber sur la ligne contenant donc sa masse moléculaire. Il n'y a pas, je répète, de dénaturation. Ensuite, l'électrophorèse dénaturante, cette fois-ci. Elle dénature donc la protéine en utilisant un page SDS. Alors, qu'est-ce qu'un page SDS? C'est un détergent qui va permettre de diviser notre protéine d'intérêt en plusieurs parties et plusieurs groupes moléculaires. Ces derniers, donc, faire perdre à sa protéine sa structure et va la laisser en seulement une structure primaire. Cette protéine, qu'elle soit une hélice ou un feuillet, va perdre sa structure secondaire et tertiaire pour finalement ne garder plus que ses structures primaires qui vont pouvoir être utilisées, étudiées. On peut rajouter aux pages SDS des détergents en option, comme par exemple le DTT ou le bêta-ME ou bêta-mercaptoéthanol. Ces détergents vont permettre de détruire les ponts disulfure interchaînes, ainsi de récupérer véritablement les différentes chaînes qui composent la molécule et la protéine. L'électrophorèse va donc faire ensuite migrer ces molécules sur le gel de polyacrylamide. La vitesse de migration est inversement proportionnelle à celle de la taille des molécules. Ainsi, plus une molécule va être grosse, plus la chaîne d'une molécule va être importante, plus sa vitesse de migration sera lente. Et on pourra ainsi déterminer, avec des témoins bien sûr, la taille des différentes chaînes qui composent cette protéine. L'électrophorèse est aussi impliquée dans la méthode du Western blot. Alors qu'est-ce que le Western blot? Le Western blot nécessite au préalable un radiomarquage des protéines ou des chaînes de la protéine qu'on veut étudier. Comme première étape, on va faire donc une électrophorèse dénaturante, c'est-à-dire en page SDS, avec ou non en option des détergents. Puis, en deuxième étape, les protéines ayant donc subi une électrophorèse vont être radiomarquées par immunoblot. Alors, qu'est-ce que l'immunoblot? Tout simplement, c'est qu'en laboratoire, préalablement, nous avons préparé des anticorps qui vont reconnaître spécifiquement la partie et la chaîne de la protéine d'intérêt. Ainsi, ce qui permet donc au laborantin de trouver et de marquer précisément la chaîne de la protéine dénaturée qu'on cherche. Ces protéines iront donc par transfert sur une membrane de nitrocellulose. Alors pourquoi les transférer après l'électrophorèse? Tout simplement parce qu'on ne peut pas directement faire l'immunoblot, l'immunomarquage, directement sur la membrane d'électrophorèse. Donc ça rajoute une autre étape
Et si on peut résumer donc les quelques grandes étapes d'un Western blot, tout simplement, la première, c'est le radiomarquage au préalable de la protéine que l'on cherche. Ensuite, la dénaturation avec un page SDS d'électrophorèse. Puis, un transfert sur une membrane de nitrocellulose. Et enfin, on peut terminer par un immunoblot de la chaîne de la protéine que l'on cherche. Voilà. Avec toutes ces méthodes, vous allez pouvoir réussir à résoudre tous les différents exercices qui tomberont au concours.